notre ami Stanislas Noyer. Et tout de suite, je laisse la parole à Chantal Didier pour une première question. Oui, bonjour Monsieur Juvin. Bon, le prix du carburant préoccupe tout le monde. Le gouvernement envisage de bloquer la marge des distributeurs. Les distributeurs disent que ce ne sera pas efficace et qu'en fait, ceux qui se font beaucoup d'argent sur la crise sont à l'extérieur et le gouvernement a peu de moyens. Est-ce que vous pensez que l'intention du gouvernement de bloquer la marge des distributeurs peut être utile ou efficace ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, je ne sais pas parce que d'abord le décret, officiellement personne ne l'a, il fait encore l'objet de discussions. Et les informations dont nous disposons montrent que c'est un dispositif qui paraît extrêmement complexe, qui va mélanger un certain nombre de facteurs pour en fait encadrer, mais plus qu'encadrer, plutôt amortir les effets des hausses, mais donc probablement aussi les effets des baisses. C'est-à-dire que quand ça va baisser, probablement, là c'est le consommateur qui en pâtira. Donc je ne sais pas répondre à votre question. Ce qui est certain, enfin ce qui est quasiment certain, c'est que un dispositif de ce genre qui ne vise pas, encore une fois, parce qu'on ne peut pas, à encadrer le prix du carburant, ce n'est pas cela, mais encadrer les marges des distributeurs, donc on est très en aval dans le processus économique, n'aurait que des effets probablement minimes à la pompe. Voilà. La moitié du prix, je vous rappelle, la moitié du prix du carburant, ce sont des taxes. Et sur cette moitié qui sont des taxes, 2/3, c'est l'accise, et 1/3, c'est la TVA. Les marges sont en fait quelques centimes. Alors, est-ce que le gouvernement agit comme ça ou parle pour faire croire qu'il fait quelque chose alors qu'en fait, il a peu de moyens ? D'abord, il a peu de moyens parce qu'il a peu de marge de manœuvre budgétaire. Honnêtement, vous connaissez l'état du budget, je pense que nous allons en parler. En plus, il y a un comité d'alerte qui se réunit mardi, qui n'a pas que des bonnes nouvelles à annoncer. Donc oui, nous avons très très peu de marge de manœuvre. Mais votre question est beaucoup plus profonde, c'est-à-dire que face à une crise, en l'occurrence une crise du pétrole, mais demain il peut y avoir une crise sur le crédit privé, une crise sur les crypto-monnaies, une crise sur les investissements de l'IA. Face à toutes ces crises systémiques, la réalité c'est que la France n'a pas ou très 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 peu de marge de manœuvre. Donc moi j'ai toujours dit que si on avait des aides, il fallait qu'elles soient très limitées dans le temps, c'est-à-dire réévaluées quasiment tous les mois, et très limitées dans leur spectre. En tout cas, nous n'avons pas les moyens de faire entre 2021 et 2024. Vous savez qu'entre 2021 et 2024, le budget de l'État a soutenu de 74 milliards les différents acteurs, que ce soit les consommateurs d'essence, les consommateurs d'électricité, etc., etc. Nous n'avons plus les moyens d'une telle politique de soutien. Fini le quoi qu'il en coûte. Ah, bien sûr, totalement fini, parce que le quoi qu'il en coûte, en fait, il coûte. Une première question d'Anita. Vous dites que le gouvernement a très peu de marge de manœuvre. C'est uniquement à cause des déficits ou est-ce que c'est faute de matières premières et faute d'organisation et de structures adéquates ? Les deux. Je pense à l'IA, par exemple. Vous pensez, pardon ? À l'IA, à l'intelligence artificielle. Oui. Non, mais il est très clair qu'aujourd'hui, la question budgétaire est ce que vous la connaissez, un déficit voté à 5,5, même si on nous dit qu'on est à 4,8, parce qu'il y a eu 2-3 bonnes nouvelles au FCE, certains au FCE, il y a quelques semaines, mais probablement au comité d'alerte, on va nous annoncer un risque d'augmentation du déficit. Donc, l'absence de marge de manœuvre budgétaire conduit à la situation que nous connaissons. Là-dessus, vous rajoutez une couche conjoncturelle, ou plutôt structurelle, sur la question du pétrole. Voilà, nous n'avons pas de puits de pétrole en France. D'ailleurs, nous honorions, la loi nous interdit désormais de les puiser. Vous savez qu'il y a un débat sur la Guyane. La Guyane, pas la Guyane française, la Guyane est devenue un pays extrêmement producteur de pétrole, avec des recettes fiscales considérables. Et on nous dit qu'en Guyane française, il n'y a pas de pétrole. Quand bien même on en trouverait aujourd'hui, à moins d'un nouveau débat politique qu'on pourrait mettre
si la situation le nécessitait sur le tapis. Aujourd'hui, même ça, nous n'aurions pas le droit de le puiser. Donc oui, ce sont les deux sujets. Donc, vous dites pas de marge de manœuvre, pas de pétrole évidemment, pas non plus, parce que certains continuent à laisser planer un peu cette idée-là, pas non plus de cagnotte. Le gouvernement ne gagne pas d'argent sur la situation actuelle. La question que vous posez est très importante parce qu'on l'entend dans le débat politique. Non, évidemment, il n'y a pas de cagnotte. D'ailleurs, quand vous avez un déficit de 5%, c'est que vous n'avez pas de cagnotte, puisque ça signifie que 5% de l'équivalent du PIB, vous l'empruntez. Il faut bien comprendre que les retraites, les salaires des fonctionnaires sont payés en grande partie à crédit. L'électricité qui permet que nous nous y voyons clair est financée en partie à crédit. Tout ce que vous avez là est financé en partie à crédit. Donc il n'y a pas de il n'y a pas de cagnotte. Pourquoi cette idée de la cagnotte renaît-elle ? Pour la raison classique de la recette de TVA qui augmente. C'est-à-dire que quand le prix du pétrole, quand le prix à la pompe augmente, il y a plus de recettes de TVA. Mais encore une fois, la TVA n'est qu'une partie de la recette liée au carburant. Vous avez compris, hein ? La moitié du prix, je prends le SP 95 pour être samplon 95, la moitié du prix à la pompe, ce sont des taxes. Cette moitié est partagée en 2 tiers sur les acccises, 1 tiers sur la TVA. Donc sur le 1 tiers TVA, il y a un peu de recettes en plus, bien sûr. Mais comme l'accise, elle, dépend non pas du prix au baril, mais de la consommation, si vous avez une baisse de la consommation, vous avez des recettes fiscales en moins. Or, durant les 10 derniers jours de mars, les chiffres sont très clairs, il y a eu une baisse de 22% de la consommation de carburant. Ça signifie qu'on va observer une diminution des recettes fiscales. Donc non, l'État ne se sucre pas sur le dos des consommateurs. Ce matin, l'INSEE indique qu'en mars, les prêts à la consommation ont augmenté de 1%. Est-ce qu'au point où en sont les choses, vous identifiez, vous craignez un risque sur la croissance ? Les ménages les plus modestes notamment sont obligés de faire des arbitrages. Est-ce que vous y voyez d'ores et déjà un risque sur la croissance et peut-être du coup, par effet de suite, la nécessité de commencer à réfléchir à un projet de loi de finances rectificative éventuellement ? Alors, est-ce que les hypothèses de la construction du budget 2026, c'est en fait votre question, sont toujours bonnes. Elles sont évidemment revues à la baisse. Donc mardi prochain, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle le comité d'alerte qui se réunit. Le comité d'alerte, c'est-à-dire le gouvernement, un certain nombre d'instances dont les représentants évidemment de la nation sont réunis. J'ai reçu hier ou ce matin du cabinet Lescure une note de quelques pages avec quelques chiffres. Pour éclairer, non pas en réalité le comité d'alerte, mais vous savez qu'il y a à la fois le comité d'alerte, mais le 30 avril, il y a la transmission par la France à la Commission européenne de nos hypothèses pour les prévisions sur plusieurs années. Et les chiffres que nous voyons sont que globalement, on va avoir une augmentation de l'inflation. On avait une inflation qui était prévue à 1%. Dans la construction du budget, on serait plutôt à 1,7, 1,6, 1,7. On a une croissance qui est révisée à la baisse de 0,1%, donc du pouvoir d'achat en moins. Et je vous lis une phrase du document de Bercy. Dans un scénario où le prix de pétrole atteindrait $150 par baril pendant 3 mois, avant de redescendre à 100, donc 150 pendant 3 mois avant de redescendre progressivement à $100, la perte de PIB pourrait atteindre jusqu'à 0,9 points en 2026. Donc on est dans cette hypothèse, évidemment, mais qui ne dépend pas de nous, qui dépend de l'ouverture du détroit d'Ormuz. On est sur l'hypothèse d'un effet économique assez important. Pardon ? Je vous lis la phrase. Alors, la croissance actuellement est on a dit d'ores et déjà c'est 0,1 en moins, mais il rajoute cette phrase. Dans l'hypothèse où vous auriez 150 € le baril pendant 3 mois, puis 100 € le baril, ensuite, fin 2026, la perte de PIB pourrait atteindre jusqu'à 0,9 points en 2026. Donc la croissance serait à 0 ? Par rapport à un scénario contrefactuel sans conflit. Donc, à vous d'interpréter cette phrase. À vous d'interpréter cette phrase. On a le sentiment Je ne sais pas interpréter. En tout cas, une diminution importante. On a le sentiment qu'il y a une impuissance publique face à cette augmentation des prix. Le gouvernement, pour l'instant,
ne vit que d'expédients sur cette crise, quand on voit que les Allemands, les Italiens, les Espagnols ont baissé le prix des taxes de plus de 20 centimes. Combien de temps le gouvernement peut-il tenir sans baisser les taxes? On connaît les conséquences sur les finances publiques des taxes. On sait qu'on sort d'une crise des Gilets jaunes très importante. Et pour vous, quels seront les signes annonciateurs d'une crise beaucoup plus grave qui pourrait mettre les Français dans la rue? Où est-ce que ça peut démarrer? Quels sont, vous, les signaux que vous surveillez pour qui imposeront d'agir avant qu'il ne soit trop tard? Alors, les gilets jaunes, je crois, avaient explosé avec un prix à 1,50. C'est ça. Hein. Là, on est à plus de 2, comme vous le savez. Donc oui, il y a un risque social évident. Encore une fois, moi, je ne fais que regarder les choses. Et ce que je vous dis là, je vous l'ai dit il y a 1 mois, je vous l'ai dit il y a 3 mois, je vous l'ai dit il y a 1 an. L'absence de réduction significative du déficit fait que face à une crise, en l'occurrence une crise du baril, mais demain la dette privée, enfin j'en ai cité quelques-unes possibles, qui pourraient toutes arriver ensemble d'ailleurs, nous n'avons pas de marge de manœuvre. Donc là, nous sommes en train de vivre l'absence de marge de manœuvre. Alors le gouvernement n'a pas 0 marge de manœuvre, il a la possibilité, c'est peut-être ce qu'il va nous annoncer mardi prochain. Moi je suis favorable à quelques annulations de crédit. Il faut regarder le budget, il y a probablement quelques annulations de crédit à faire. Dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, c'est un abus de langage. Il y a toujours des marges de manœuvre, parce qu'après vous faites des choix, bien entendu. Mais après, il faut porter ces choix. Et j'avais, dans la discussion budgétaire, par exemple, sur la P2, la deuxième partie, qui était ce qu'on appelle les dépenses de l'État, j'avais fait une proposition, moi, de diminution de 2%, non pas homothétique, mais différente selon évidemment le type de dépenses, de 2% des dépenses de l'État. J'avais fait cette proposition qui n'avait pas été suivie par la majorité de mes collègues. Cela nous aurait permis de trouver un peu plus de 6 milliards, 6,5 dans mon souvenir, c'est-à-dire 0,2. 0,2, 6 milliards, avec ça, on retrouvait des marges de manœuvre. Donc, est-ce que nous avons, à budget constant, nous n'avons pas de marge de manœuvre? En revanche, nous pouvons en trouver en baissant la dépense. Si nous baissons la dépense publique, on retrouve de la marge de manœuvre, et ça, vous avez des choix, et vous pouvez aider telle ou telle catégorie. Alors, où est la vraie baisse de la dépense publique? Un peu sur l'État, mais pas beaucoup. Un peu sur les opérateurs, mais pas beaucoup, sauf que chaque fois pas beaucoup, c'est toujours utile. Je vous rappelle, 2% de dépenses de l'État, ma proposition 6 milliards. Avec 6 milliards, vous faites beaucoup plus que ce que le gouvernement a fait, puisque le gouvernement est à environ 300 millions, un peu plus d'aide actuellement. Donc on pourrait dégager ces marges de manœuvre. Et puis évidemment, la marge de manœuvre importante, elle est sur les retraites, puisque 40% de la dépense, comme vous le savez, sont les retraites. Et donc, je conclus mon propos, qui n'est qu'un propos introductif. Il faut baisser les dépenses publiques, mais on ne baissera pas les dépenses publiques si on n'a pas si on ne s'intéresse pas à la question des retraites, qui sont aujourd'hui, qui pèsent de façon très importante sur la dépense publique. Pas de réforme des retraites, pas d'amélioration des équilibres généraux. Ça, il faut bien l'avoir. Jannick. Oui, on peut vous entendre et beaucoup vous entendre sur la réforme des retraites. Assez peu. Si, tendez l'oreille, il y en a quand même dans votre camp, et des candidats à la présidentielle déclarés ou potentiels qui sont prêts à reculer l'âge, à augmenter le nombre d'annuités, etc., etc. Enfin, je pense à Édouard Philippe, par exemple. Bref, c'était pas ma question. Ma question, alors je sais bien que vous êtes LR et que vous êtes pour l'allègement des prélèvements, etc., etc. Mais pourquoi vous fermez totalement la porte à une augmentation de certains impôts, par exemple pérenniser la taxation des surprofits, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin des Elf, des Total Energy et autres. Il y a même des parties du socle central comme le MODEM, qui n'est pas collectiviste, qui n'est pas contre. Pourquoi vous êtes médecin, vous êtes rationnel, vous êtes un scientifique, pourquoi fermer une porte définitivement ? Alors d'abord, je ne ferme aucune porte, je regarde simplement les chiffres. Au fond, pour établir les comptes publics,
il faut de l'ordre, ça dépend, 130 à 150 milliards. C'est ça, lui. Et ayons quand même les échelles, parce que sinon on se raconte des histoires. Si certains vous disent « il suffit de faire en sorte que les opérateurs de l'État, les agences, etc. » Bon, l'IFRAP, qui n'est pas particulièrement suspect d'être un think tank non libéral, vous dit que si on fait ça, on a probablement 2, 3, 4 milliards à récupérer. Je voudrais raconter, il en faut 150. Donc, évidemment, ce n'est pas la solution. La taxation des surprofits des pétroliers. Moi, je ne suis pas du tout défavorable. Si demain, effectivement, Total ou d'autres font des surprofits grâce à la crise, oui, je suis favorable à ce qu'on les taxe. Sauf que j'ai regardé ce qui s'était passé la dernière fois qu'on a voulu le faire. On escomptait une recette de l'ordre de 600 millions. Je crois que ça a rapporté quelque chose comme moins de 100 millions. Pourquoi ? Parce que les profits ne sont pas en France. Donc, la taxe Zuckman, puisque ça avait été le grand débat budgétaire l'année dernière, oui, il n'y a qu'à taxer les patrimoines. Bon, regardons. Premièrement, posons-nous la question de l'effet économique. Est-ce que ça aurait des effets économiques négatifs ? Ça, personne ne regarde. Personne ne regarde, quand on invente une taxe ou un impôt, les effets économiques. C'est un tout petit sujet quand même. Mais admettons que ça n'ait pas d'effet économique. Oui, la taxe Zuckman, elle aurait rapporté quoi ? 3, 4, 5 milliards. Et c'est 150 qu'il faut. Donc, si je dis ça, c'est que souvent, un certain nombre d'hommes et de femmes politiques dont je ne sous-estime absolument pas ni le patriotisme, ni la volonté d'arriver à une solution, ne regardent pas les échelles de valeur. Et je vous le dis comme je le pense, je crois que le drame de la vie politique, c'est qu'on ne sait pas compter. Les gens pensent trouver une solution là où en fait il n'y a que des expédients. Et je vous le répète, quand vous regardez la dépense publique, la structure de la dépense publique, quelle est la première dépense publique ? Les retraites. Quelle est la deuxième dépense publique ? La santé. Donc, bon, si personne ne fait aucune proposition sur les retraites, personne ne fait aucune proposition sur la santé, bien en fait, nous n'y arriverons probablement pas. Moi, je suis favorable à ce que les opérateurs de l'État soient vertueux, fassent attention à leurs dépenses. J'ai même, comme je vous l'ai dit, proposé une diminution des dépenses de l'État, mais on aurait trouvé 6 milliards avec une grande difficulté. Donc il faut faire ces efforts. Mais il faut se poser la question fondamentale, qui est la question des retraites. Sinon, pas de marge de manœuvre réellement. François, juste devant. Attends le micro, s'il te plaît. Il fallait jouer sur les retraites. Apparemment, ce ne sera pas possible avant l'élection présidentielle. Donc, on est dans une impasse, quoi. En fait, la question que vous posez, c'est est-ce que le budget prochain va servir à quelque chose ? C'est ça, en fait. Puisqu'il y a une élection présidentielle 4 mois plus tard, et probablement que le président ou la présidente de la République élue ça sera en mai ? Oui, en mai, oui. Mais en deuxième tour, est-ce qu'il fera ou elle poussera à faire l'Assemblée un projet de loi rectificatif de finances rectificative ? Probablement. Donc les gens disent, au fond, le budget de l'année prochaine, il faut l'enjamber. Moi, je pense tout à fait le contraire. Je pense que le budget de l'année prochaine, il faut en faire un budget de vérité. Et je ne vois pas pourquoi quelqu'un m'expliquerait que, élu au mois de mai, il fera ça, ça et ça, mais que dans la discussion budgétaire 6 mois avant, il aurait exprimé une idée contraire. Autrement dit, si nous voulons vraiment rétablir les finances publiques, et il y a urgence, on le voit bien, la moindre crise nous met en tension majeure. Et ce que vous dites sur le risque des gilets jaunes est évidemment vrai, il faut agir. Mais avec quoi ? Eh bien, je pense qu'il faut, dès le mois de novembre, reparler de la question des retraites. Bon, entre nous, la disposition qui a été votée il y a 1 an gèle la réforme des retraites, mais mise en application à partir d'octobre prochain. Donc en fait, les gens vont vous raconter, oui, mais enfin, si on n'y touche pas au mois de novembre, lors du PLFSS et du PLF, parce que le PLF finance le PLFSS, ça n'a échappé à personne, cette hypocrisie d'un PLFSS autonome, ça signifie que nous aurons à subir cette réforme en matière budgétaire uniquement jusqu'au projet de loi de finances rectificative qui aura lieu, je l'espère, au mois de juillet qui suit. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de temps. Donc moi, je suis favorable à quoi sur les retraites ? Je suis favorable à 3 choses. 1, plus d'âge. Les gens partent quand ils veulent. Ils veulent partir à 60 ans, ils partent à 60 ans. Ils veulent partir à 68, ils partent à 68. Mais évidemment, la rente est différente selon l'âge à laquelle vous partez. Modulo évidemment quelques métiers
difficile, où là, vous devez pouvoir bénéficier d'une surrente. Mais, l'économie française, et d'ailleurs bien son drame, est désormais une économie des services. Donc, il y a une sacrée différence entre la pénibilité du marin-pêcheur, qui, lui, a des métiers les plus difficiles du monde, mais ils ne sont pas les plus nombreux, et ceux de travaux de type administratif. Deuxièmement, ce que je souhaite, c'est qu'on commence à provisionner pour les retraites futures. C'est ainsi que j'ai lancé en tant que rapporteur général du budget une mission avec des auditions qui commencent dans quelques jours pour proposer à ce qu'il y ait un provisionnement automatique des retraites de tous les nouveaux fonctionnaires dans les 3 fonctions publiques. L'idée, c'est que désormais, tous les fonctionnaires qui seront embauchés, donc les nouveaux entrants, pas sur les anciens, parce que les anciens, ça coûterait beaucoup trop cher, eh bien, l'employeur provisionne la retraite de demain. Ce qui aura un effet positif, c'est que ça vous garantit la retraite. Il y a un deuxième effet positif, c'est que ça crée un fonds, et ce fonds, il permettra probablement d'irriguer l'économie. Enfin, troisièmement, et c'est lié au deuxième, je pense qu'il faut qu'on réanime ce que Jospin avait lancé avec le fonds de réserve des retraites, et qui était une très bonne idée, mais qui a été pillé par les gouvernements successifs qui, dès qu'ils avaient besoin d'argent, piquaient dans le fonds de réserve des retraites qui a 10 fois moins d'euros sur son compte qu'il aurait dû avoir en 2020. Excusez-moi, mais vous dites sur les 130 à 150 milliards, pour les autres, vous chiffrez, Zuckman, 5 milliards. Là, quelle mesure sur les retraites permet de rapporter combien ? L'augmentation de l'âge, mécaniquement, conduit à moins de retraites à verser, plus de cotisations longtemps, avec cette idée que si on ne joue que sur l'âge, on oublie peut-être la question qui est principale, c'est ce qu'on appelle le taux d'emploi des seniors. Vous savez que les projections montrent que si nous avions un taux d'emploi des seniors identique, prenons la Hollande, les Pays-Bas, eh bien, nous n'aurions probablement pas de problème de déficit. Et à ce sujet, le rapporteur général du budget de la Sécurité sociale, Thibault Bazin, et moi-même avons co-signé un courrier qui est parti hier ou qui va partir aujourd'hui au ministre du Travail pour attirer son attention sur un certain nombre de dispositions qui sont prises désormais depuis quelques années, qui font tout pour empêcher le cumul emploi-retraite. C'est quand même ahurissant. C'est-à-dire qu'on dissuade les gens de travailler alors qu'ils peuvent en avoir besoin parce qu'ils ont une petite retraite, ou parce que simplement ils souhaitent continuer à travailler pour des tas de raisons qui les regardent. Donc là-dessus, c'est de l'ordre de... c'est plusieurs dizaines de milliards, ça se joue en plusieurs dizaines de milliards d'euros par an, de recettes. Je vous dis, moi je suis contre l'année, je suis contre l'âge. Je pense qu'il faut laisser les gens travailler le temps qu'ils souhaitent. Mais les hypothèses qui sont faites, c'est qu'il y a un retour à l'équilibre du système si on a une moyenne à 67 ans. Maintenant, encore une fois, je connais des individus qui souhaitent aller au-delà de 67 ans, et pas seulement chez les journalistes. Et dans cette hypothèse, au nom de quoi on empêcherait les gens de continuer à travailler s'ils le souhaitent? Enfin, vous voyez, c'est quand même assez fou. Jannick, à nouveau. Vous avez parlé de la santé tout à l'heure, encore une fois, vous êtes médecin. Oui. Dans quelles dépenses vous verriez passer la tronçonneuse, le scalpel, tout Alors, ce que vous voudrez? aucune tronçonneuse et aucune scalpel. Moi, je ne suis pas chirurgien, je suis réanimateur, madame. Donc, et je n'ampute pas. D'ailleurs, je me méfie toujours des raccourcis des gens qui passent à la tronçonneuse. C'est dangereux, la tronçonneuse, et puis ça fait beaucoup de sang partout. Non, j'observe quoi? J'observe que moi, je sais où me faire opérer, madame, mais pas vous. Je sais où me faire opérer, mais vous ne savez pas où aller. Mais je sais surtout où ne pas me faire opérer, et vous ne savez pas. Qu'est-ce que je veux dire en disant ça? Je veux dire qu'il y a des endroits où les soins sont probablement moins bien faits qu'ailleurs. Je le dis poliment comme ça et pour des raisons confraternelles. On a une hétérogénéité de la qualité de l'offre de soins et ça doit nous poser question. Moi, je pense, par exemple, qu'il y a trop de petits hôpitaux en France aujourd'hui qui ne sont pas armés pour faire de la bonne médecine. Et donc, il faut que nous ayons une réflexion sur la structure. Deuxième exemple. Il me semble que là, il y a une confusion entre les prises en charge sécurité sociale et mutuelle,
avec parfois des payeurs mixtes qui font qu'on ne sait plus qui dépense quoi. Et il y a beaucoup de travaux qui montrent que ce qu'on appelle les contrats responsables, qui ont été mis en place il y a une dizaine d'années, les complémentaires responsables, ont conduit à une inflation de la dépense pour une qualité des soins qui n'a pas augmenté. Par exemple, moi, quand j'ai mon contrat d'assurance ou de mutuelle, ça m'ennuie que ma mutuelle propose des médecines alternatives. Alors, pas dans mon contrat à moi que je n'ai pas pris, mais à d'autres, ce qui renchérit au total le coût de ce que fait payer à tous ces assurés la compagnie d'assurance. Donc, je pense que oui, il y a de l'argent qui est jeté par les fenêtres en matière de santé, je vous le garantis, j'en suis certain même. Non, mais d'abord, je suis, moi, pour la diminution de la charge administrative globalement. Maintenant, ceux qui vous disent on supprime les ARS, moi je suis un homme, je suis plutôt sympathique et courtois et j'écoute tout, donc j'écoute tout, sauf qu'il faut qu'on m'explique dans ces cas-là qui fera le travail que font les ARS aujourd'hui. Vous voyez, c'est toujours le même problème. Est-ce qu'il y a des tâches que les ARS pourraient ne pas faire? Oui, probablement. On a créé des couches administratives de normes. Le coût de la norme coûte très cher en France. L'IFRAP, d'ailleurs, avait, je crois, évalué à 100 milliards d'euros par an le coût de la norme en France, pas en matière de santé, en matière générale. 100 milliards, hein. On n'est pas sur, les 30 millions d'aides au carburant, 100 milliards. Donc, on a lesté l'activité économique, y compris de santé, mais pas seulement, d'un poids de normes qui est très important, et la santé paye largement son écho. Pourquoi en France, quand un médicament demande une AMM, autorisation de mise sur le marché, pourquoi je crois que c'est de l'ordre de 500 jours le délai en France, alors que ça doit être de l'ordre de 250 ou 300, il faudrait voir les chiffres les plus récents, en Allemagne. Il y a quand même une question qui se pose. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a peut-être plus de complications administratives? Eh bien tout ça, ça a un coût. Donc oui, je pense que l'argent doit aller à la santé, aux soins. Et parfois, l'argent est jeté par les fenêtres, y compris dans le budget de la sécurité sociale. Frédéric. Oui, dans ce contexte que vous décrivez, quelle est votre appréciation, votre opinion sur ce qui s'est passé sur la PPL 1er mai la semaine dernière? Est-ce que vous comprenez le gouvernement qui a préféré prendre un peu de temps et repousser la CMP? Est-ce que vous le regrettez? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'on a le sentiment que Yael Braun-Pivet n'a pas accepté la proposition de convoquer malgré tout une CMP que Gérard Larcher était prêt à faire? Comment vous voyez l'issue de cette affaire du 1er mai? D'abord, c'est tout à fait désolant. Comme vous le savez, les LR avaient inscrit dans leur niche déjà une niche 1er mai. Et évidemment, il y avait eu l'obstruction. Ceux qui ont suivi l'activité législative, vous le faites tous, savent qu'il y avait une obstruction très importante de certaines forces de gauche. C'est désolant. Je regrette que le gouvernement ait abdiqué en race campagne. C'est vrai, la politique, c'est parfois prendre des risques, mais c'est surtout être fidèle à ce qu'on croit. Qu'est-ce que nous croyons? Nous croyons simplement qu'il faut faciliter la France qui travaille et qui souhaite travailler. Et il y a quand même une grande hypocrisie à laisser se vendre du muguet sur tous les trottoirs de France, mais à provoquer des contrôles pour des fleuristes qui travaillent normalement. Vous voyez, ce n'est pas normal. J'ai reçu récemment des représentants du Centre national du cinéma, le CNC, qui m'expliquaient qu'il y avait des salles de cinéma qui avaient été contrôlées parce qu'elles étaient ouvertes le 1er mai. Alors, je ne sais pas si vous allez souvent au cinéma. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais s'il y a un jour où peut-être je peux y aller, c'est le 1er mai. Et donc, cette idée qu'on abdique parce qu'il y a une vision étriquée des droits sociaux est absurde. D'ailleurs, ce que me disaient les gens du CNC était très intéressant. Ils me disaient que ceux qui voulaient venir travailler ce jour-là, les gens voulaient venir travailler ce jour-là parce qu'ils étaient payés 2 à 3 fois plus. Donc, tout ça est absurde. On est dans un pays qui s'empêche lui-même de travailler. Mais ça pose le problème plus profondément de la question du travail en France. Et vous savez que si vous prenez le nombre d'heures travaillées en France, nombre d'heures effectivement travaillées, divisé par la population en âge de travailler, nous sommes les derniers de l'OCDE.
les derniers. Alors, ceux qui travaillent comme les voisins, globalement, même si ça dépend mais globalement. En revanche, nous avons une partie importante de la population qui ne travaille pas du tout, aux deux âges extrêmes aussi, mais le 1er mai est très symptomatique de cette histoire. En France, nous n'aimons pas le travail. Et moi, je crois le contraire. De toute façon, pour s'en sortir, pour revenir à la question des finances publiques que vous me posiez tout à l'heure, les solutions, elles sont connues. Dépensez moins, dépensez mieux, mais travaillez plus, c'est-à-dire produire plus de richesses. Et d'ailleurs, les gens en ont besoin pour leur pouvoir d'achat. Il faut que le travail soit rentable. Ce qui ouvre d'ailleurs un autre sujet, c'est la question du salaire direct. Mais non, je regrette que le gouvernement ait manqué de courage dans cette affaire et je souhaite qu'une solution soit trouvée le plus rapidement. En tout cas, prétendre qu'on va se faire élire président de la République, si certains le prétendent, dans un an, en disant « oui, on va faire ça, oui, on va faire ci », alors qu'on n'a pas eu le courage de même essayer le faire, c'est scandaleux. Au pire, on passe au vote et on perd. Ça s'appelle la démocratie. Mais enfin, non, je suis très déçu. Très déçu. Pardon. Sur ce sujet, vous n'avez pas l'impression de vous être un peu fait, pardon l'expression, rouler dans la farine. Dans un premier temps, le texte dit c'est pour les artisans fleuristes et les artisans boulangers. Le Premier ministre a dit clairement à la tribune que ce texte avait été totalement dévoyé, qu'à la fin, Truffaut, Interflora, la FNAC, Cultura, ce sont les propos du Premier ministre hier à la tribune, auraient pu, avec ce texte-là, ouvrir. Est-ce que ce texte-là n'a pas été totalement dévoyé au Sénat, puis aussi dévoyé par les lobbies lors de la commission? Non, je crois que tout simplement, il n'y a pas eu le courage politique de prendre un risque. Voilà. Non, bien entendu, ce n'est pas ce qu'on demandait. Mais ce n'est pas ce que nous demandions. Thierry, pas de débat. Moi, je vous dis, ce que nous avions, nous, dans notre texte LR, vous vous souvenez de la niche LR, ce n'était pas ça. Donc, nous souhaitions que ça puisse ouvrir. Bon, bah, ça ne peut pas. Qu'est-ce que vous voulez, je le regrette. Voilà, je regrette. Est-ce que vous croyez qu'avec ce refus et d'autres, le Premier ministre perd toute chance d'être un jour candidat? Vous savez, tout corps plongé dans une baignoire, on sait, a tendance à remonter à la surface. Tout Premier ministre nommé à Matignon a vocation à être candidat à la présidence de la République. Donc non, je ne sais pas répondre à votre question. Mais il est certain que nous avons besoin d'un futur président de la République qui ait comme principale qualité, non pas l'intelligence, parce qu'honnêtement, ils le sont tous. Il y a une grande qualité, contrairement à ce qu'on dit du monde politique, mais qui est du caractère. C'est ça la principale qualité qu'on demande à un président de la République, en plus en France, avec les pouvoirs qui sont celui du président de la République française, qui n'ont rien à voir avec ceux d'un certain nombre de premiers ministres ou chefs d'exécutif de nos voisins. C'est dommage, c'est dommage. Et je le regrette parce que je trouve que le Cornu avait été intelligent dans le maniement d'une barque très compliquée dans une assemblée sans majorité. Mais là, je suis très déçu. Oui, excusez-moi, puisqu'on est sur le sujet de la présidentielle, Zoé Cadio, je voulais savoir ce que vous pensez du début de campagne de David Linard, qui a lancé depuis le début de la semaine une vaste campagne d'affichage en France. Et pensez-vous qu'il est le candidat idoine? Alors, vous avez devant vous le député républicain qui, depuis le début, mais le début pas il y a une semaine, il y a 2 ou 3 ans, dit de toute façon, pour que nous soyons au second tour, il faut une primaire ouverte de type celle de 2017. C'est la seule solution pour qu'il n'y ait pas une taubira ou un chevènement qui empêche Jospin d'être au second tour. Souvenez-vous, Jospin n'est pas au second tour, il y manque 200 000 voix. 200 000, c'est rien. Pourquoi? Parce qu'il a et chevènement et taubira. D'ailleurs, un des deux aurait suffi à ce qu'il ne soit pas au second tour. Bon, moi, ma thèse, c'est que nous devons faire une primaire ouverte. Qui dit primaire ouverte dit par définition que j'accepte qu'il y ait une multitude de candidatures. Donc la question n'est pas qu'il y ait lui plus lui plus lui. La question, c'est comment on atterrit, comment on finit. Si chacun va jusqu'au bout, bah dans ces cas-là, les amis, pardon de vous le dire, mais la droite et le centre ne seront tout simplement pas au second tour. Mécaniquement, mais arithmétiquement, ce n'est pas possible. Donc comment on en sort? Je n'aime pas parier, mais je vais quand même vous faire un pari sur l'intelligence. Je pense que nous aurons une primaire ouverte à la fin de l'année, parce qu'on ne pourra pas faire autrement. On ne pourra pas faire autrement. Alors,
La fameuse question d'Ouaou, de Knafo à Attal, je vous vois venir, j'entends. Bon, moi, la méthode que je préconise depuis toujours est la suivante. Elle est assez simple. C'est d'écrire un manifesto dans lequel vous dites un certain nombre de choses. Et voilà ce à quoi vous vous engagez quand vous êtes candidat, mais aussi quand vous venez voter. Un certain nombre de valeurs que vous décrivez. Par exemple, dans ces valeurs, moi, je crois à la vertu du marché unique européen. Je pense que c'est un très grand avantage d'être dans l'Union européenne, y compris en matière de commerce international. Vous voyez, si les gens sont prêts à signer ça, ils peuvent être candidats. Ça regardera chacun. Vous voyez. Donc, si on ne fait pas ça, on ne sera pas au second tour. Un certain nombre de gens disent non, ce n'est pas nécessaire. Les sondages décideront. Les sondages décideront. Enfin, s'ils avaient raison, je serais très heureux, mais je n'y crois absolument pas. Parce qu'il y en a toujours un qui vous dira « tu ne m'as jamais vu en campagne ». Je suis à 2%, mais avec une campagne formidable, je vais arriver à 17%. Ok, d'accord. Et certains, d'ailleurs, diront à raison, regarde Hollande un an avant son élection, regarde Fillon un mois avant la fin de la primaire de 2017. Chirac, en 80. Chirac, absolument, Chirac-Balladur. On sait ce qui va se passer. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai l'impression... Moi, j'ai fait du grec en terminale, langue morte. Hein. Mais la tragédie grecque a une caractéristique, c'est qu'on sait au premier acte qui va mourir, et quelle que soit l'énergie que mettent les personnages pendant les 3 actes, ils meurent à la fin, ils meurent. Vous faites ce que vous voulez. Et moi, je ne veux pas vivre une tragédie grecque. Je pense que nous devons, parce que le pays est à droite, demande qu'on remette de l'ordre dans les comptes publics, demande qu'on remette de l'ordre dans la rue, demande qu'on remette de l'ordre à l'école, demande qu'on remette de l'ordre aux frontières. Le pays est à droite. Et le pays est européen. Les Français, ils sont européens en réalité. Ils sont de mauvaise humeur, mais ils sont européens. Eh bien, il me semble que si on veut que ces valeurs gagnent, eh bien, il faut que nous ayons une primaire. Et il n'y a que la primaire ouverte qui permet ça. Il n'y a pas d'autre choix. Stéphanie. Ah mais moi il y a des choses que j'aime bien chez Lisnard. Lisnard dit par exemple qu'il faut redonner de la liberté aux acteurs. Moi je suis très favorable à ça. Moi j'aime la liberté. Alors, bon, là quand il passe à la moulinette le code du travail, je pense que c'est utile le code du travail. Stéphanie. Oui, Stéphanie. Même s'il faudrait probablement le revoir, évidemment, comme toutes les normes. Excusez-moi. Oui, je vous en prie. Vous disiez tout à l'heure que le gouvernement avait manqué de courage sur le 1er mai. La gauche avait présenté un front uni sur cette question en menaçant d'une motion de censure. Est-ce que vous pensez que tout risque de censure est désormais écarté, que ce soit donc pour le printemps, là, ou pour l'automne? Et donc, question connexe, comment vous envisagez de faire passer ce fameux budget? Est-ce que ce sera éventuellement par ordonnance, par 49.3, ou est-ce qu'il faut envisager, comme le fait déjà Philippe Brun, une loi spéciale pour 6 mois? Moi, je ne suis pas l'exécutif, hein, ce n'est pas à moi de faire passer le budget. D'abord, est-ce qu'une censure, votre question, est évacuée? Je ne vois pas très bien sur quoi la censure tomberait aujourd'hui. Donc oui, en tout cas, dans un court délai, je ne vois pas très bien ce qui conduirait à une censure. Moi, je regrette, j'ai été parlementaire européen pendant 10 ans et nous n'avons pas de majorité là-bas. Et nous arrivions à créer des coalitions, y compris entre le PPE auquel j'appartenais et les sociodémocrates, équivalent des socialistes. On y arrivait. Alors évidemment, ça ne correspond pas à l'esprit français du franchissement du pont d'Arcole, où en France on pense que toute victoire politique doit se faire au détriment de l'écrabouillement d'un adversaire. Ça, c'est vrai qu'on a cette vision-là. Ça nécessite de trouver des voies de passage, etc. Moi, c'est ce que je vais essayer de faire sur le budget, en disant toutefois les choses, en disant la vérité. En tant que rapporteur général du budget, je mettrai sur la table un certain nombre de propositions pour rendre l'économie française compétitive. Tant que nous n'avons pas d'économie compétitive, nous n'avons pas de possibilité de rétablissement des comptes publics. Tant que nous n'avons pas de rétablissement des comptes publics, nous n'avons pas de marge de manœuvre. Tant que nous n'avons pas de marge de manœuvre, nous sommes condamnés à avoir des services publics qui s'écroulent. Voilà. Moins d'argent pour l'école, moins d'argent pour la santé, etc. Nous mettons d'ailleurs moins d'argent dans l'école en France que chez nos voisins actuellement, comme vous le savez déjà. Quant à la défense, on peut en parler si vous le souhaitez.
on voit la difficulté à boucler un budget complémentaire pour la défense. Donc, je ne sais pas comment on fera. En tout cas, moi, je mettrai des méthodes sages sur la table. Je comprends qu'il y aura des impératifs politiques, les gens voudront se compter, mais je dirais, les yeux dans les yeux, aux différents acteurs politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, je leur dirais, vous allez vouloir compter dans l'élection présidentielle. Si le peuple souhaite vous désigner, vous serez en charge de responsabilité. Quand on est un homme ou une femme politique et qu'on veut être président de la République, on a des responsabilités. Ça signifie qu'on doit s'extraire d'un certain nombre de déterminisme partisan pour chercher l'intérêt général. La France, on ne rigole pas avec la France. Et donc le budget sera un budget de sagesse et de rétablissement des comptes publics. Et je demanderai aux gens de se placer par rapport à ça. Si ensuite certains veulent faire de la petite politique en disant déjà 6 mois avant, il faut faire une loi spéciale, il faut faire une ordonnance, attendez de voir ce qu'il y a dans la copie. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même assez extraordinaire qu'on dise il faudrait une loi spéciale alors qu'on ne sait même pas ce qu'il y a dans le budget? Et ça témoigne, d'une incapacité à avoir une vision adulte de la vie politique. Et qu'est-ce qui se passera dans cette hypothèse où nous ne sommes pas capables d'être collectivement sages si, à l'issue de l'élection présidentielle, il y aura des législatives, et à l'issue de ces législatives, il n'y a toujours pas de majorité? Ça signifie qu'on va continuer comme ça, en disant on n'est pas capable de s'entendre? Moi, je dis il va falloir qu'on s'entende, pas sur des fausses vérités, sur des vraies vérités. Et je suis persuadé que M. Brun vaut beaucoup plus que ce qu'il a dit. C'est un homme qui, au fond, est sage quand vous analysez avec lui la dépense publique. Simplement, il est pris, parce qu'il est socialiste, par un jeu de surenchère à cause de son aile gauche. On voit la difficulté. Pourquoi les socialistes français sont les seuls socialistes en Europe qui ne sont pas capables d'avoir une analyse vraie des équilibres des finances publiques? Les seuls. Qui a rétabli les comptes publics en Allemagne? Un PPE ou un socialiste? Un socialiste. Schröder. Pourquoi ce n'est pas possible en France? Pourquoi les socialistes se sentent-ils toujours les otages de M. Mélenchon? Oui, devenez adultes. Et vous savez, je pense que les Français sont beaucoup plus adultes que les hommes et les femmes politiques le croient, beaucoup plus prêts à voir les choses. Simplement, ça demande aux hommes politiques d'avoir le courage de dire oui, 1 plus 1, ça fait 2. Et je ne peux pas vous expliquer que ça fait 2,1 ou 1,9, ce n'est pas vrai. Si vous dites ça, les gens râlent peut-être, mais à la fin, ils vous écoutent. Oui, 2 petites questions. La première vous concerne. Il y a une demi-douzaine actuellement de candidats de droite à l'élection présidentielle. Il va y en avoir plus. Est-ce que vous seriez prêt vous-même à rejoindre le club des machos, comme l'a dit la présidente de l'Assemblée nationale hier? Et deuxième question, sur tous ces candidats, aucun ne s'aime. Il y en a même qui se détestent entre eux. Et ils disent tous, tout ce que vous avez dit, il faut qu'il n'y ait qu'un seul candidat. Comment voulez-vous qu'un électeur de droite comprenne ça et qu'il ne se remémore pas une phrase qu'avait eue Guy Mollet en 1957, « La droite française est la plus bête du monde ». Alors d'abord, que les candidats ne s'aiment pas, entre nous, ce n'est pas le problème. Moi, je veux simplement qu'ils s'entendent, et je voterai parmi ces 12, mais probablement vous en avez oublié quelques-uns. Moi, j'ai même une liste qui peut monter à un peu plus. Je voterai pour celui qui va gagner, avec un programme derrière qui tient. Vous voyez, peu importe d'aimer ou de ne pas aimer, la question c'est qui a les épaules pour avoir une vision pour le pays. Moi, ce que je reproche à la plupart des débats aujourd'hui, c'est que ce sont des débats sur des mesures techniques. Tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. La question qu'on pose à un futur président de la République, c'est pas ça. C'est quelle est votre vision pour le pays? Comment voyez-vous les choses? Quand Sarko est élu il y a 15 ans, on dit oui, mais il est élu parce qu'il trouve une formule magique. Vous vous souvenez, le travailler plus, gagner plus. Mais non, c'est une très mauvaise analyse des choses. Ce qu'il dit là sur le travail à ce moment-là, ce n'est que l'expression technique d'une vision. À l'époque, sa vision, c'est le travail. Quand Hollande est élu quelques années plus tard, sa vision, c'est, vous vous souvenez, sur la finance, ce qu'il dit sur la finance. Quand Chirac est élu en 1995, sa vision, c'est la fracture sociale, c'est une France qui se fracture. Aujourd'hui, j'attends, moi, des hommes et des femmes politiques qui se présentent, et s'il y en a 12, tant mieux, s'il y en a 15, encore mieux.
encore une fois, ce n'est pas le problème. Moi, je suis content qu'il y en ait de nombreux, parce que sur le lot, on trouvera probablement la vision. Moi, mon inquiétude, c'est qu'ils ne se mettent pas d'accord sur la méthode de départage. Vous voyez, ils disent tous qu'il ne faut qu'un seul candidat. D'accord ? Eh bien, OK. Je les prends au mot. Soit. Alors, comment on fait ? C'est ça le vrai sujet. C'est la question de la méthode. C'est Thatcher qui disait « Ne me dites pas ce qu'il faut faire. Je le sais. Dites-moi comment on le fait. » Et moi, comment on le fait ? Il n'y a que la primaire ouverte qui le permet. Il n'y a que ça. Elle a des imperfections. Pire des systèmes, à l'exception de tous les autres, pourrait-on dire. Mais je n'en vois pas d'autres. Et la primaire ouverte de type 2017, 4 millions. Quant à moi, vous me posez la question, c'est très flatteur de mettre dans les 12, sauf que dans une équipe de foot, quand on est 11, le 12e, souvent, il est remplaçant. Donc, j'ai déjà participé à cette épreuve. Ouais, cette épreuve, on peut dire que c'est une épreuve à tous les sens du terme. C'était fort intéressant. Aujourd'hui, je ne prévois pas de le faire parce que il y a peut-être plusieurs raisons, mais il y a une des raisons qui font que, en tant que rapporteur général du budget, j'ai une responsabilité particulière qui va essayer de mettre des gens qui déclarent ne pas penser pareil, les mettre d'accord sur ce qui est absolument indispensable pour le pays, c'est que nous ayons un budget qui tienne la route et qui prépare l'avenir. Je ne veux pas que l'on perde encore 6 mois ou 1 an avec un budget qui ne servira à rien. Ça, c'est pas possible. Guy Mollet, il est candidat ? Oui, la batte. Oui, écoutez, le grand paradoxe, c'est qu'il y a des individualités très intéressantes. Mais collectivement, effectivement, les uns et les autres n'arrivent pas à se projeter dans un grand tout. Et c'est vrai que c'est un problème. C'est un problème. Je n'ai pas d'autre solution technique, parce qu'il faut une solution technique, que cette primaire ouverte de type 2017, dont évidemment les oiseaux de mauvais augure disent « mais regardez, on perd avec une primaire ». Non, en 2017, on n'en a pas perdu à cause de la primaire. On a failli gagner grâce à la primaire et malgré les costumes. Donc le sujet, voilà, quand vous avez 4 millions de personnes qui votent pour vous, bah, globalement, vous créez un dynamisme. Et si on est battu, vous savez bien que c'est pour autre chose. Bonjour Monsieur Juvin, j'avais 2 questions. Une qui poursuit la question précédente. Est-ce que dans le cadre de l'hypothèse d'une primaire ouverte, il ne faudrait pas un minimum la serrer, cette primaire, pour qu'il n'y ait pas une évaporation des électeurs qui aillent soit d'un côté vers un autre, un autre candidat, soit de l'autre vers un autre candidat? Est-ce qu'il n'y a pas un risque si on fait une primaire ouverte large? Et la deuxième question... Pardon, je n'ai pas très bien compris, c'est quoi le resserrer une primaire? Typiquement, si on prend une primaire de Gabriel Attal à Sarraknafo, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les électeurs de Gabriel Attal n'aillent pas voter pour Sarraknafo et que les électeurs de Sarraknafo n'aillent pas voter pour les électeurs de Gabriel Attal au final? Ça, c'est pour l'exemple. Oui, je réponds à cette question, il faut poser... non, mais encore une fois, moi, je n'ai pas de baguette magique. Et je ne suis pas en train de vous dire si on fait ça, c'est gagnant. Je vous dis, en revanche, si on ne le fait pas, c'est perdant. Premièrement. Deuxièmement, le spectre, évidemment, je vois qu'il y a une difficulté conceptuelle. Qu'y a-t-il de commun entre Sarraknafo et M. Attal? Pas grand-chose. Ce que je veux dire simplement, c'est que là où il faut l'encadrer, c'est sur les idées. Que chacun qui participera et qui votera, candidat et électeur, s'engage sur un corps, quand j'étais jeune, on disait un corpus idéologique, un manifeste de valeurs, tout simplement. Et ce manifeste de valeurs, il doit vous engager. Êtes-vous pour la dissuasion nucléaire? Êtes-vous pour le marché unique, l'abolition des frontières, des biens, capitaux, personnes en Europe? Donc, dans votre tête, ça ne fonctionnera que donc s'il y a ce corpus de valeurs qui est partagé. Oui, parce que sinon, ça devient un outil comment dirais-je, qui sera à la merci des mouvements d'humeur de la population. La politique, c'est quelque chose de sérieux. Et on parle de la France, quand même. La France, ça a été un grand pays, ça l'est moins aujourd'hui, elle peut le redevenir.
il faut en mettre les conditions. Vous aviez une deuxième question, si je puis me permettre. Ouais, j'avais une deuxième question. Vous avez parlé de la réforme des retraites, vous avez parlé du 1er mai. Qu'est-ce que vous répondez finalement à ceux qui disent que la France est irréformable? Vous avez commencé des discussions avec Yael Braun-Pivet, avec d'autres, sur la réforme du budget, du calendrier budgétaire. Qu'est-ce que cela donne? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire des changements qui puissent débloquer un peu les choses? Donc j'ai fait tout un tas de propositions sur la réforme budgétaire. Certaines demandent une réforme de la Constitution, d'autres une réforme de la loi, d'autres une réforme du règlement, et d'autres tout simplement le respect des règles. Le gouvernement ne peut pas nous donner le projet de loi de finances initiale quelques jours avant le début de la discussion budgétaire. Nous sommes le 15 avril, n'est-ce pas? La loi organique dit que nous devrions, ici au Parlement, pas seulement le rapporteur général, le Parlement, disposer du R2A, le rapport d'activité, qui va nous permettre de participer aux prévisions budgétaires qui vont être transmises à la Commission le 30, 15 jours avant. On est le 15, moi j'ai reçu un document de 3 pages. C'est déjà pas mal, mais c'est pas ça, c'est pas le R2A. Donc déjà que les acteurs, gouvernement, mais Parlement aussi, par exemple, vous savez qu'il y a une règle au Parlement, c'est qu'il faut au minimum 3 jours entre dépôt des amendements et la réunion de la commission. Il faut qu'on puisse le travailler quand même, tout ça. Non, on n'a même pas ça maintenant. Tout se fait rapidement. Il y a une sorte de laisser-aller général où les règles ne sont plus respectées. Déjà, respecter les règles, ça serait une révolution en matière de discussion budgétaire. Avec le président Coquerel, nous allons écrire au ministre Amiel en lui demandant non seulement de respecter les délais pour la transmission du projet de loi de finances initiale de 2027, mais aussi de nous le transmettre le 15 septembre. Vous voyez qu'on ait le budget 15 jours avant. C'est quand même pas scandaleux. Avoir le temps de le lire, ça a l'air idiot, hein. Avoir le temps d'étudier, de l'évaluer. Eh bien non, personne ne fait ça aujourd'hui. J'ai été élu rapporteur général du budget, je crois que c'était un jeudi soir, et on devait déposer les amendements le lundi soir, ou mardi. Enfin, c'est tout ça. Est-ce raisonnable ? Alors maintenant, vous dites, est-ce que la France est réformable? Ben oui, moi je le crois. Sauf qu'il faut dire la vérité aux Français. Si vous leur dites que demain, ils n'auront pas le médicament nouveau qui va leur permettre de guérir de maladies aujourd'hui inguérissables, c'est la vérité. Il y a des maladies inguérissables aujourd'hui qui peuvent être guéries demain. Je peux vous donner plusieurs exemples. Sauf que ça va coûter très cher. Si on veut se payer ça, eh bien, il y a des réformes nécessaires à faire. Le sujet, c'est que on ne dit pas la vérité aux Français. Donc je pense que les Français sont en fait beaucoup plus réformistes que ne le sont les hommes politiques, mais ils n'y croient pas parce que la parole publique, probablement, a trop dissimulé dans le passé. Et si vous dites les choses, et si vous donnez un espoir aux Français, ça ne doit pas être la purge. Vous voyez, la politique est devenue soit l'anesthésie-analgésie, c'est-à-dire qu'en gros, vous inquiétez pas, on ne fera rien, soit la purge. On va vous supprimer ça, et puis on va vous couper la tête, et puis vous allez voir, et puis 500 000 fonctionnaires en moins. La schlag ou l'analgésie, vous préférez quoi? Moi, je pense que peut-être que la sagesse permettrait d'aller vers une réforme. Lisez, c'était dans Le Monde, je crois, un excellent journal du soir, une tribune de Breton, l'ancien commissaire européen, il y a quelques semaines, sur le retour à un équilibre. Je trouve que les pistes qu'il donne sont très intéressantes. Très intéressante. Une règle d'or. Une règle d'or. Ben voilà, fixons-nous une règle d'or. Moi, j'ai été maire 25 ans, il y a une règle d'or. Vous ne pouvez pas avoir un budget de fonctionnement en déficit. Ben, c'est formidable. Appliquons ça à l'État d'ici 6 ou 7 ans. Bon, ben, on ne va pas y arriver tout de suite, hein, il va falloir... Donc, les Français, ils sont prêts à entendre une voix qui est raisonnable et qui leur dit la vérité. C'est ça. Je ne crois ni au père Fouettard, que représentent les moins 500 000 fonctionnaires que la droite de temps en temps sort ou a sorti dans le passé, ça a tellement bien réussi, vous voyez, ou à M. Mélenchon qui dit qu'il n'y a pas de problème de déficit. L'heure de la fin de notre rencontre approche, mais on va essayer. Je vous en prie. Je suis désolé, je suis très bavard. Quelques questions, non mais c'est très intéressant, donc allez-y. Jannick, François et Stan. Très rapidement, vous demandiez tout à l'heure pourquoi le PS ne se déconnecte pas de la France insoumise. Une des solutions techniques, très techniques,
aurait pu être la proportionnelle. Or, vous, comme beaucoup de députés, l'ont de nouveau retoqué, cette réforme, je crois que c'était cette semaine ou en fin de semaine dernière. Pourquoi tant de haine ? Alors, je vais vous surprendre. J'ai dans le passé pris des positions en faveur de la proportionnelle. J'étais d'ailleurs le seul dans une famille politique qui est traditionnellement la famille gaulliste, très scrutin majoritaire. Parce que je croyais à cela. Depuis que je suis député, je n'y crois pas plus. Pourquoi ? Pourquoi j'y croyais ? Parce que j'avais l'expérience du Parlement européen où j'avais vécu les vertus d'une assemblée sans majorité, où on était obligé de se mettre d'accord, et donc du coup, même si c'était parfois moins flamboyant, on arrivait à des choses relativement efficaces et avec une acceptabilité sociale. Et puis je suis élu député ici, et j'arrive dans une assemblée qui est en réalité déjà une assemblée de type proportionnel. Aujourd'hui, nous avons une répartition de type proportionnel. Regardez le poids relatif des forces politiques nationales. Oui. Là, en tout cas, nous sommes de type proportionnel. Nous sommes de type proportionnel. Et ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que les forces politiques ont encore ce raisonnement de type majoritaire. Tout le monde, d'ailleurs. Tout le monde. Souvenez-vous, la discussion après la législative de la gauche qui dit « nous sommes majoritaires », alors qu'il n'était pas. Cette idée que... bref, on a une absence de culture de compromis qui rend extrêmement périlleux la mise en place d'un scrutin proportionnel. On pourrait peut-être travailler sur un scrutin proportionnel de type communal. C'est parce qu'en matière communale, il y a un scrutin proportionnel, mais qui garantit une majorité. Or, on voit bien qu'il faut une majorité. Ce dont souffre le pays aujourd'hui, c'est l'absence de majorité. Pourquoi, en fait, avez-vous le sentiment que rien n'avance ? C'est qu'il n'y a pas de majorité. Et dans une proportionnelle, vous n'avez pas de majorité. Donc, est-ce qu'il faut chroniciser une situation comme nous la vivons aujourd'hui, alors même que la culture des hommes politiques et des femmes politiques n'a pas changé, en passant d'emblée à la proportionnelle? Je ne crois pas. François. Oui, vous avez dit tout à l'heure que le bon candidat doit avoir du caractère, oui, et proposer un ensemble de politiques. Michel Barnier a-t-il ce profil, et avez-vous lu le programme qu'il a fait, un petit livre bleu, Bâtir? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous souhaitez qu'il soit dans la course de la primaire? Il faut effectivement quelqu'un qui ait du caractère et de l'expérience, ça c'est clair. Non mais, enfin, encore une fois, Barnier, j'ai été son colistier aux européennes. Il était commissaire au marché intérieur. J'étais un des whips de la commission du marché intérieur au Parlement européen. J'ai travaillé depuis des années avec lui et c'est quelqu'un pour lequel j'ai non seulement de l'animation, de l'amitié, mais aussi de l'admiration, mais aussi de l'amitié. Ça fait partie des candidats crédibles. Voilà, il fait partie des candidats. Mais le paradoxe, c'est exactement celui que vous soulignez. C'est que je peux vous en citer plusieurs qui sont crédibles en termes d'expérience, en termes de sérieux. Et c'est probablement dans notre famille élargie où nous avons le plus de candidats crédibles, alors que les autres en ont beaucoup moins de crédibles, beaucoup moins. Ils ont moins de choix. Nous avons trop de choix. On dit souvent qu'abondance de choix ne nuit pas. Il se trouve que si, en l'occurrence. Donc oui, il fait partie des candidats crédibles, mais il n'est pas le seul. Stan. Vous avez commencé, ou vous allez commencer à travailler sur l'actualisation du projet de loi militaire, du projet de loi la loi de programmation militaire. D'après ce que j'ai compris, ça coûte, il y a un surcroît de dépenses de 10 milliards pour l'année qui vient. Il faudra le prendre sur le reste. Certains des membres de la commission m'ont dit qu'en fait, je leur demandais comment c'est financé, et ils m'ont dit ce sera ou par l'impôt, ou semble-t-il par la dette. Qu'est-ce que vous en pensez? Et deuxième point, puisque j'ai une autre petite question, il y a aujourd'hui ou demain l'audition de Madame Claverie de Saint-Martin pour la direction générale de l'ANSES. Je n'ai pas vu qu'elle ait énormément de compétences en matière de santé. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Alors sur le budget militaire, la surmarche, c'est 36 milliards entre maintenant et 2030. La question, c'est où on trouve les 36 milliards. Votre interlocuteur vous a dit, c'est soit l'impôt, soit l'emprunt. Oui, il a raison. C'est la définition de la recette. Soit l'emprunt, soit l'impôt.
Pouvons-nous augmenter l'impôt? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'on est au max, en tout cas pas significativement. Pourquoi? Parce que vous avez des effets économiques délétères à un moment, si vous prenez plus d'argent. Est-ce que nous avons des capacités d'emprunt? Non. Enfin, on peut toujours emprunter plus. Mais il y a un moment où les gens qui nous prêtent peuvent se dire, finalement, il faut augmenter les taux. Vous savez que l'augmentation des taux cette année, uniquement à cause de la crise pétrolière, c'est la note de Bercy, ils envisagent 4 milliards de dépenses supplémentaires sur le budget de l'État. C'est la note dont je vous ai parlé tout à l'heure. En page 2 ou 3, vous verrez, Bercy dit l'augmentation simple des taux liés au détroit d'Ormuz va nous coûter 4 milliards de plus cette année. 4 milliards, c'est plus de 0,1 de PIB, de déficit. Donc, est-ce qu'on a les moyens? Oui, en baissant les dépenses ailleurs. Alors, il faut que vous sachiez quand même, comme ça votre copie est totale, sur les 36 milliards, il y en a déjà 15,3 qui feront l'objet d'un prêt de la Commission européenne au titre du plan de SAFE, S-A-F-E, SAFE. Je ne sais pas l'acronyme, ce que ça signifie, Security, etc. etc. Mais il ne reste pas moins que ça ne fait pas l'ensemble des 36. Et j'ai interrogé Madame la ministre hier. Je vais vous dire, je trouve, d'abord, la LPM, c'est très bien. La surmarche, c'est très bien, et je l'ai félicité, mais je pense que ça ne sera pas assez. Et je vous donne un chiffre que je vous demande de méditer. L'année dernière, les forces armées ukrainiennes ont utilisé, tenez-vous bien, 5 millions de drones. 5 millions de drones. Voilà. En un an. Vous voyez la consommation. Est-ce qu'avec le budget que nous votons, nous avons la possibilité d'acheter 5 millions de drones? Évidemment non. Alors ça serait d'ailleurs absurde, parce que le drone qu'on utilisait il y a 2 ans n'est plus celui qu'on utilise aujourd'hui. Donc ça ne sert à rien d'avoir des stocks de trucs qui seront périmés. Mais on voit bien que la massification de l'armée est une donnée absolument indispensable. Moi, j'ai été militaire. J'ai été officier de l'armée en Afghanistan à une époque où on n'y allait pas pour faire du tourisme. Eh bien, j'ai souvenir, alors vous allez me dire il y a longtemps, merci, mais pas tant que ça d'ailleurs, j'ai souvenir d'une armée qui était un peu pauvre. On était pauvres, on avait peu de moyens. Il faut absolument que nous soyons moins pauvres et que nous ayons de la masse, mais vraiment de la masse en plus, c'est-à-dire des moyens en plus. Les Russes vont former cette année, c'est ce que dit la presse, bien informée, 1 million de dronistes, de jeunes là qui vont avec leur joystick. Vous voyez, l'enjeu de défense est fondamental. Donc il faut faire les 36 milliards, mais probablement il faudra aller au-delà. Comment? En baissant la dépense ailleurs. Moi, je ne vois pas d'autre solution. Voilà. Et c'est ce que je ferai comme proposition dans le budget. Frédéric. Et alors demain, les députés vont débattre de la PPL Yadan. Est-ce que vous serez présent au débat? Est-ce que vous allez vous impliquer dans le débat? Et qu'est-ce que vous allez voter? Est-ce que vous allez soutenir ou vous opposer à cette proposition de loi? Alors d'abord, moi je partage tous les combats de Madame Yadan, tous. Je sais comme elle que l'antisémitisme prend des habits qui sont les habits aujourd'hui qui lui permettent de se dissimuler derrière une critique de l'État d'Israël. Je sais tout ça. Moi j'aurais été favorable, presque j'aurais été favorable à une loi spécifique sur le Hamas. Parce que c'est ça le sujet. En revanche, il y a dans la disposition de la loi quelques éléments qui me posent problème et qu'il faut absolument résoudre. Et en particulier, alors je n'ai pas le texte sous les yeux, mais il y a une sorte, le texte parle d'implicite, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, le juge aura à juger non pas ce que la personne a dit, mais ce qu'elle souhaitait dire. Et je trouve que le mot implicite... Bah, écoutez, je l'ai dans mes papiers, je vous en ai tout à l'heure. Et donc ça, je pense que c'est un vrai danger. Voilà. Le juge doit juger ce qui est, pas ce qu'il comprend être. Et ça doit faire l'objet d'un débat entre nous, absolument majeur. Sinon, sur le fond, elle a évidemment raison. Il serait aveugle quand on voit notre collègue députée européenne, Rima Hassan, flirter avec l'antisémitisme. On se dit qu'il y a un sujet évidemment politique, et en plus qui fractionne le corps social, inutilement. Une toute dernière question avant de terminer, sur un sujet sur lequel on sait que vous êtes très impliqué, la proposition de loi sur la fin de vie.
examiné au Sénat au mois de mai, soins palliatifs et aide à mourir. Les partisans du texte espèrent toujours que la proposition de loi sur l'aide à mourir en particulier puisse être définitivement adoptée d'ici à l'été. Comment est-ce que vous envisagez cette perspective ? Vous connaissez ma position, je l'ai exprimée ici, je l'ai exprimée à la tribune plusieurs fois. Je pense que c'est une loi qui est expéditive, qui fait que des gens vont choisir l'euthanasie pour des mauvaises raisons, parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils ont une pression sociale, une pression familiale. Il y a des héritages qui sont longs à arriver, vous savez. Les familles ne sont pas toutes aimantes, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'ont pas accès aux soins palliatifs. Il y a toutes ces raisons qui font que ce n'est pas une loi d'équilibre. Et donc, moi, mon combat reste le même. Je pense qu'on ne répond pas à la bonne question. J'aurais été favorable à permettre à ce que certaines situations singulières puissent être réglées dans le secret de la discussion entre le médecin et le malade. Je l'ai dit à la tribune, ce que je viens de vous dire là, mais une telle loi va conduire en fait ça sera très loin de la loi d'équilibre que certains de bonne foi le souhaitent. Et d'ailleurs, si vous voulez en rester à un strict cadre juridique, on crée quasiment un droit opposable à l'euthanasie dans la loi, et le droit opposable aux soins palliatifs a disparu. Donc, ne serait-ce que ça devrait ouvrir les yeux aux uns et aux autres. J'attire l'attention sur le vote du Parlement écossais, qui a eu lieu il y a 3 semaines, qui a été remporté par la gauche, et je le comprends parce que c'est une valeur de gauche que de défendre les plus vulnérables, et dans cette affaire, ce sont les plus vulnérables qui paieront la facture. Merci beaucoup Philippe Juvin pour cette rencontre pleine d'idées et de volontarisme, et on verra si vous êtes entendu notamment sur la primaire ouverte de la droite et du centre. Merci à tous.